Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la review du dernier épisode de Game of Thrones, l'épisode 5, qui était un épisode, on pourrait le résumer dans je m'amuse avec le theory game, parce que c'était pas un épisode avec beaucoup d'action, c'est surtout des discussions intéressantes d'ailleurs, on va beaucoup en parler, et qui en fait ont joué avec les théories qui sont sorties, parce que les créateurs de Game of Thrones sont bien au courant des théories qui circulent, et donc ils ont joué tout le long de l'épisode avec les différentes théories qui peuvent exister, tout comme ils l'avaient fait avec la mort de Jon Snow, où ils avaient joué avec les théories tout le long de l'épisode avant de prendre la théorie la plus simple. Et bien là c'est pareil, ils ont joué avec énormément de théories, dans lesquelles on va essayer d'exposer un petit peu tout ça. Et on va faire ça juste après le générique. Donc on commence l'épisode avec les conséquences de la bataille de l'épisode 4. Donc je m'attendais à que ce soit beaucoup plus développé. Et en fait ça a été expédié à une vitesse assez impressionnante. Même si on a eu des scènes stylées. Mais ça a été expédié très rapidement. Alors tout d'abord la première scène avec Bronn et Jaime. Bronn traîne Jaime jusqu'à une berge un petit peu plus loin du champ de bataille. On n'arrive pas vraiment à savoir à quel point c'est loin de la zone de combat. Mais après ils arrivent à repartir à Port-Réal. Tranquillement au calme. Alors que pourtant, franchement, mais on a vu le Bronn se jeter sur Jaime. C'était en plein milieu du champ de bataille, hein, ce cours d'eau était vers le champ de bataille, donc normalement, s'ils reviennent vers la berge, ils devraient être à côté du champ de bataille également. Donc je suis très surpris que ça soit aussi facilement passé. Je pense que c'est qu'ils ne veulent pas passer trop de temps à expliquer les choses, ils n'ont pas assez de temps dans les épisodes, donc faut avancer. Mais là, franchement, ça paraissait extrêmement bizarre. J'ai trouvé que les deux personnages étaient parfaitement dans leur rôle. Jaime qui prenait enfin conscience, je pense qu'il avait déjà pris conscience, mais là il prenait vraiment conscience que Daenerys avait gagné la guerre. Ça y est, c'est fait. Et que si jamais ils ne réagissent pas, qu'ils n'ont pas quelque chose en plus qui va leur permettre de gagner, c'est terminé. Et Bronn, lui par contre, reprend son caractère de je veux que vous restiez en vie parce que j'ai besoin d'argent. Et j'ai besoin aussi des promesses que vous m'avez tenues, comme quoi je pourrais avoir un château quelque part. Si vous me le donnez pas, si vous êtes mort, je ne l'aurai jamais. Donc il faut que vous survivez. Voilà, cette scène était très bien faite, vraiment super. Et ensuite donc on a la scène qu'on continue dans les conséquences, Daenerys qui arrive et qui rencontre les Tarly et qui leur demande à toute son armée également de ploir le genou au sol et de suivre maintenant Daenerys ou de mourir. Ils refusent et ils finissent brûlés. Voilà, on va faire schématique. Maintenant, on va développer un petit peu. Tyrion s'oppose à ce choix. Et alors, c'est pour ça que je disais que cet épisode a joué avec le Theory Game, parce que cette scène-là, par exemple, est symptomatique de on joue avec les Theory Game. Théorie qui dit que Tyrion va trahir Daenerys et va se rapprocher de Jaime dans la suite. Et cette théorie est développée dans l'épisode. Mais je le répète, ce n'est que des théories. C'est-à-dire que quand on avait pu voir la mort de Jon Snow, eh bien, quand il fallait le faire revivre, il y avait énormément de théories sur le fait que Bran aurait pu en prendre le contrôle, théories qu'il allait se réincarner en loup, théories que la sorcière rouge allait le réanimer, énormément de théories, même qui restent morts, mais bon, c'était défendu par très peu de monde, mais on sait jamais. Et il y avait tellement de théories qu'ils ont joué avec toutes les théories pendant l'épisode. Et là c'est pareil, exactement pareil, ils ont rejoué avec toutes les théories qui existent, parce qu'ils sont au courant des théories, donc ils ont joué avec toutes les théories qu'il y a. Donc je vous prends cet exemple, c'est-à-dire que Tyrion, là on sent qu'il n'est pas d'accord avec Daenerys, mais rien ne nous indique qu'il va se retourner contre Daenerys, rien du tout. Si ça se produit, c'est même déjà assez surprenant, parce qu'il a l'air, dans la scène suivante avec Varys, de vraiment vouloir conseiller Daenerys, et il pense que c'est lui qui peut véritablement la mettre et la garder sur le bon chemin. Et que donc il n'est pas du tout dans une perspective de la trahir. Donc pour l'instant, ça n'a aucun sens pour l'instant. Mais c'est une théorie qui existe, et cette théorie est validée. En tout cas, ces éléments vont encore enrichir cette théorie. Théorie numéro 2, c'est pas la théorie à moi, c'est que Daenerys va devenir la grande méchante de l'histoire, et donc forcément, Daenerys, là, dans cet épisode, le showrunner de la série, je sais plus qu'ils sont deux, mais il y en a un des deux, a fait une interview juste après l'épisode, où il a dit que la scène où elle brûle les deux Tarly, elle pouvait être considérée comme dans les deux versions des théories. C'est-à-dire qu'on peut la considérer comme une preuve de cruauté, première cruauté de Daenerys,
qui en fait ne laisse aucun choix à tout le monde puisqu'elle dit soit vous mourrez, soit vous me suivez, et qu'en fait ce n'est pas vraiment un choix, ou c'est simplement elle leur a laissé le choix, et qu'elle les a tués, et c'est tout, et que c'est la guerre, et c'est comme ça, et c'est pas du tout la grande méchante de l'histoire. Donc en fait ça fait que les deux théories sont valides, et sont toujours valides. Il y a pas, en fait on joue avec les théories, on vous donne tout sur un plateau, à vous de choisir, à vous de voir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Après, moi j'ai adoré la scène, parce que voilà, cette scène-là, elle était géniale. La scène Dracarys avec le dragon reste encore stylée. Le dragon est toujours aussi bien fait, quand on voyait par rapport aux premières saisons, franchement il est au top. Et on se retrouve donc avec toute une lignée qui est éliminée. D'ailleurs, on en reparlera avec la fin de l'épisode avec Sam, parce que c'est très important d'en parler. Mais là, je suis très, très, très surpris que ces personnages soient morts aussi rapidement et aussi facilement. Je l'avais dit que le père Tarly est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, comme un grand général. C'est-à-dire qu'on n'avait pas pris conscience. Et puis dans l'épisode 2, d'un coup, boum, grand général. Là, ici, en fait, le grand général a perdu dès sa première bataille. Et ça, c'est quand même assez étonnant, je trouve. En tout cas, personnellement, je trouve ça étonnant. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur la première partie. Si, il y a aussi donc la scène, parce que j'ai commencé à la développer, la scène entre Tyrion et Varys, qui se rencontrent, et donc ils ont un message pour Jon Snow, et j'ai beaucoup aimé le clin d'œil de Tyrion qui dit à Varys, pardon, que comporte le message. Il est scellé, il lui dit, que comporte le message, hein, on s'est compris, tu l'as déjà lu, espèce d'enfoiré. Donc voilà, c'était assez drôle, je trouvais que ça correspondait bien au personnage de Varys. Et ensuite, donc, haute scène qui fait kiffer le Theory Game, Jon Snow, qui, donc là, Daenerys, a cette faculté encore de se téléporter avec son armée et d'arriver de retourner vers voir Jon Snow. Elle arrive avec son dragon, avec toute son armée, donc c'est que son armée a réussi à aller aussi vite qu'elle. Enfin, c'est vraiment, les gens peuvent se téléporter à une vitesse, vraiment le monde, c'est fou le monde de Game of Thrones, tout le monde peut se téléporter, poum poum poum. Je pensais qu'il y avait que Varys qui pouvait faire ça, mais en fait tout le monde peut le faire. Daenerys, tout le monde, voilà. Un téléporteur est installé dans Game of Thrones, et aujourd'hui, il faut dire qu'il a fonctionné à plein tube. Et donc là, Jon peut toucher un dragon. Theory Game, Jon Snow étant un Targaryen, en tout cas c'est ce que la série nous emmène, là c'est quasiment sûr à 100%, en tout cas ce qui s'est passé aujourd'hui, on en parlera après. Jon peut toucher un dragon, parce que le dragon est conscient que c'est un Targaryen. Theory Game. Et que donc Tyrion, c'est une théorie qui existe, à laquelle je crois pas du tout, je crois que c'est vraiment des charlatans qui racontent ça, vraiment aucune crédibilité à cette théorie, comme quoi l'autre personne qui a touché ce dragon, c'est Tyrion Lannister, et Tyrion serait un Targaryen. Je n'y crois pas, mais alors même pas une seule seconde, car toute l'histoire de Tyrion repose exclusivement sur le fait que c'est un nain Lannister. C'est-à-dire que si jamais ça s'effondre, le personnage, toute sa structure s'effondre. Alors que là, il est encore structuré. Si jamais on enlève ce bout de truc, ça enlève tout. Alors que Jon Snow, c'était un bâtard. S'il devient plus bâtard, ça ne changera pas sa structure. Il a toujours été dans le Nord, il a toujours été contre les marchands blancs, ça ne changera pas sa structure. Tyrion, ça changerait tout. Il n'aurait plus de relation en fait avec Cersei et avec Jaime. Enfin, c'est vraiment, ça pourrait tout casser. Donc ça n'a aucun sens. Mais il joue avec le Theory Game. Alors que moi, je pense que la simplicité fait qu'en fait, un dragon, elle le dit d'ailleurs dans Daenerys, il me semble, dans un épisode, ou Tyrion, je ne sais plus, que les dragons sont intelligents et sont capables de reconnaître si tu es un ami ou un ennemi. Et quand Tyrion vient enlever les chaînes au dragon, ce n'est pas un ennemi, donc il n'a pas à être brûlé. Et Jon, ils peuvent très bien reconnaître, puisqu'il y a Daenerys sur son dos, que ce n'est pas un ennemi, sinon Daenerys n'aurait pas emmené à côté d'un ennemi avec une épée en plus à côté. Ça semble logique. Donc en fait, toutes ces scènes-là ont amené à réfléchir sur le Theory Game. D'ailleurs, je ne veux pas trop parler de cette scène, mais c'est avec Daenerys et Jon. Toujours, ils sont en train de s'apprivoiser, et toujours, on sent quand même que Daenerys tombe amoureuse, on va pas se mentir. Bon, c'est quand même rapide, elle tombe amoureuse très rapidement. C'est-à-dire que pour tomber amoureuse de Jorah, il va lui falloir 20 saisons. Par contre, pour tomber amoureuse de Jon Snow, il lui faut une saison. Et ça, j'ai trouvé que la scène était particulièrement réussie, et que cette entame a été très vite, un peu bâclée, selon moi, mais au moins ça a fait le café, et on va pas se mentir, c'était plutôt efficace, et comme ça on a pu enchaîner avec la suite. C'était vraiment fait pour être un épisode de transition, et là on a pu vraiment voir la transition de certains personnages vers la suite de l'histoire, puisque là on était vraiment arrivé dans un épisode de rupture avec l'épisode 4. Donc ensuite, Jon Snow apprend par le message que Arya et Bran sont arrivés à Winterfell. Puis ensuite, Tyrion propose un plan à Daenerys qui viserait à faire une pause
pour ne pas continuer la guerre pour aider Jon, pour aller aider Jon contre les marchands blancs, et que Cersei aide également, en fait, que tout le monde se mette à faire contre les marchands blancs, parce qu'en fait c'est l'objectif de tout le monde, et que la guerre entre Daenerys et Cersei peut attendre. Et donc pour cela, il dit, je vais aller proposer à mon frère Jaime, qui donc a survécu miraculeusement à cette noyade, et il ne savait pas, il n'y a aucune raison pour laquelle il doit le savoir, mais il le sait. Là, il doit croire que son frère est vraiment un super héros, et il a raison, parce que Jaime n'est pas décédé, comme je l'avais dit. À moins qu'il... Non, parce que c'est pas possible. Il n'a pas pu le voir tomber dans l'eau et ressortir de là. Ça serait bizarre. Ça serait vraiment bizarre. Donc non, je maintiens que il n'y avait pas de raison qu'il sache comment. Et ensuite, toujours le téléporteur qui fonctionne toujours aussi bien. Boum, Tyrion arrive avec Sir Davos à Port-Réal. Comme ça, téléportation, boum, boum, en un plan. C'était très très bien fait. Et donc là, la scène sert à deux versions. Donc tout d'abord, Tyrion va voir Jaime amené par Bronn. Et après, on apprend que Cersei était au courant de cette rencontre. Je pose la question maintenant, comment Cersei était au courant? Et je pense que c'est Varys qui a permis à Tyrion de rentrer dans la zone, parce que sinon ça paraît très bizarre qu'il soit rentré dans le château de Port-Réal. Et qu'en fait, c'est grâce à ces petits oiseaux, sauf que ces petits oiseaux sont contrôlés maintenant par Cersei, comme on a pu le voir. Donc en fait, Varys ne contrôle plus rien, et qu'en fait, elle était déjà au courant, sauf qu'elle a laissé les choses se faire parce que elle voulait savoir ce qu'il voulait. Donc elle a laissé les choses se faire, mais c'est très étonnant parce qu'elle est très haineuse contre Tyrion, et pourtant elle le laisse en vie. Scène un peu incohérente. Bref, rencontre entre Jon Snow et Tyrion, entre Jaime et Tyrion. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. On suppose qu'il a juste dit la proposition qui a été faite de faire un armistice, comme il vient le proposer ensuite à Cersei. Mais, il est aussi possible qu'ils aient, comme le dit le Theory Game, prévu un retournement de situation et que les deux, en fait, sont en train de jouer sont en train de duper tout le monde et en fait, ils vont prendre le contrôle de tout à la fin et qu'en fait, c'est un agent double contre Daenerys. Théorie à laquelle je ne crois pas, mais en tout cas, la scène ne donne aucune information contraire à cette théorie, ni aucune information validant la théorie. C'est-à-dire que là, vous faites votre avis. Pas de son, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est vous qui vous faites votre avis. Ensuite, Sir Davos va chercher Gendry. Pareil, Theory Game, parce que Gendry est considéré comme par certains comme le roi légitime, puisqu'en fait il ne serait pas bâtard, mais roi légitime, car Cersei dans la première saison explique qu'en fait elle avait perdu un enfant, qu'elle avait eu avec Robert Baratheon, et en fait il y a beaucoup de théories qui disent qu'en fait elle a simplement sacrifié Gendry, qu'elle l'a donc abandonné à son sort, et qu'en fait qu'elle avait eu avec Robert pour pouvoir faire en sorte que ses fils à elle avec Jaime soient sur le trône, donc en particulier Geoffrey, et qu'elle voulait pas que ce soit le fils de qu'elle ait eu avec vraiment Robert. Et donc en fait, il serait véritablement un Baratheon de pure souche. Théorie qui existe, on joue avec le Theory Game, ensuite on lui donne un marteau pour lui donner un côté badass, Theory Game, on ramène le personnage à la zob totale, franchement il me manquait pas particulièrement, mais vu qu'il est dans plein de théories, on le ramène, on va faire plaisir aux gens, même si au final ça débouche sur rien, j'ai envie de vous dire, ils auront fait plaisir aux gens, les gens seront contents, tac tac, il l'a ramené, en plus personnage badass, ensuite t'as deux gardes qui arrivent au moment de repartir en barque. À quoi sert cette scène? À rien, tout simplement à montrer que le gars sait manier le marteau comme son père, parce que son père, sa spécialité, son arme spéciale de Robert Baratheon, était un énorme marteau à laquelle il savait s'en servir. Et donc là, Gendry sait se servir de ce marteau. Donc c'est extrêmement important en fait cette scène pour le Theory Game, sinon cette scène n'a pas apporté grand chose à l'histoire, et même moi Gendry, je suis pas particulièrement fan, enfin je trouvais que ce personnage m'avait pas particulièrement manqué. D'ailleurs il y a aussi cette petite remarque que j'ai trouvée intéressante, que j'ai pu lire, qu'en fait, ce qui serait intéressant, c'est que vu que Jon ne serait plus bâtard, on va en parler après, et si Gendry n'est plus bâtard, quand les deux se rencontrent et qu'ils disent je suis bâtard, en fait personne n'est bâtard. Donc ça serait assez drôle que dans la suite de la série, en fait les deux finissent par ne plus être bâtards du tout. Donc ça serait assez drôle. Mais voilà, c'est vrai que ces deux scènes n'étaient pas très intéressantes, mais ont permis de faire avancer l'histoire progressivement. Et ça, c'était plutôt très intéressant. Donc ensuite, Jaime vient proposer le plan que lui a proposé Tyrion, s'il n'a proposé que ça, vous m'avez suivi. Et alors là, donc Jaime apprend, et moi je l'ai vu tout de suite en plus parce que
La façon dont c'était filmé, avec le gars qui posait ses mains vers le ventre de Cersei, je l'ai su à la première seconde à laquelle on a ouvert la porte. C'est-à-dire quand il lui dit voulez-vous des médicaments, je sais plus comment il sort ça, mais en gros comme ça, non je n'en ai pas besoin, je savais qu'elle était pas malade et je savais qu'elle était enceinte. Tout simplement, c'était évident. Elle lui annonce qu'elle est enceinte de lui, nanana. D'ailleurs ça met une énorme bite fond, si je peux me permettre de parler comme ça, mais ça met une énorme bite fond à Euron Greyjoy, si je peux il me semble, hein, puisque Euron Greyjoy pourrait se marier avec elle, sauf que maintenant elle a un gosse en route, d'accord, un gosse de Jaime. Donc en fait le gars, c'est vraiment, il ne sert à rien. D'ailleurs il n'est pas là depuis... Est-ce qu'il était dans l'épisode précédent? Non. Donc il n'est pas là depuis 2 épisodes. Est-ce qu'il a manqué à quelqu'un? Absolument pas. Alors que quand Ramsay n'était pas là pendant un épisode, j'étais quand même très dégoûté parce que c'est un personnage que j'adorais. Là ce personnage est totalement random. C'est un personnage, ils l'ont créé, il mourra dans l'indifférence la plus totale. Alors il est peut-être stylé parce qu'il est badass, il se bat bien, là, mais personnellement, alors je peux comprendre, il y en a qui disent que dans le roman il est vachement développé, là, mais dans la série, quand il crèvera, il manquera à personne. Personne va faire oh mon dieu, il est mort. Ah bah non, on va juste faire il est mort. Qu'est-ce que je vous dis? Passons à la scène suivante. C'est vraiment, voilà, c'est un personnage pour l'instant, on est très loin d'avoir un personnage aussi badass que Ramsay Snow, très loin, mais alors à des années-lumière. Donc franchement, ça n'a... Voilà, ce personnage, par exemple, a pris une énorme bite de front dans cette scène, puisqu'il ne se mariera pas avec Cersei, c'est évident. Cersei ne se mariera pas avec lui, même si il obtenait tout, il gagnait toutes les batailles, et ben, ce qui n'arrive pas d'ailleurs, mais s'il gagnait toutes les batailles, il ne gagnera pas, et il se mettra pas avec Cersei à la fin. Donc, toutes les scènes qu'on a pu voir, le cadeau, là, c'est du vent total, c'est on occupe le personnage, on fait kiffer les fans, mais aucun intérêt, rien du tout. Et ensuite, alors, on se pose à suite avec donc Jon, Daenerys, Tyrion et Jorah, et Sir Davos également, qui, donc, Jorah est revenu vers Daenerys, et Daenerys est très contente de le retrouver, mais très contente, mais pas non plus à ce point de l'aimer, en fait, puisque, malheureusement, mon gars, tu t'étais débarrassé de l'autre abruti qui est resté à Meereen, si je me souviens bien. Il me semble que c'était à Meereen qu'il est resté pour diriger la partie vers le désert. Là, en fait, t'en as récupéré un autre, plus beau, qui peut ressusciter. Comment tu vas faire pour que tu t'en sortes, mon grand? T'es mort. C'est-à-dire que maintenant, t'es friendzone à vie. C'est terminé. Le Jon, il a posé ses drapeaux, terminé. Donc là, Jon vient transmettre le contenu du message, qu'il veut partir, et Jorah, à peine arrivé, hop, moi aussi je vais partir dégommer du marchand blanc. Ah oui, d'accord, bon. Davos se serait bien proposé, mais malheureusement, vu qu'il est un peu handicapé, il ne peut pas. Donc il a dit, moi je peux pas. Ah Gendry, allez viens ici mon grand. Tiens, vas-y toi. Attends, mais je viens de te sauver des trucs de forgeron là-bas. Pourquoi tu... non, mais c'est bon, allez hop, vas-y là-bas. Hop là. Ça avance tellement vite, l'équipe elle se forme plus vite que la communauté de l'anneau dans Seigneur des Anneaux. Je reviens là-dessus, mais c'est vrai que j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Pom, tout le monde se met ensemble. Allez hop, en avant gagnant. Le bateau, c'est allé à une vitesse, vraiment, pam. Juste avant de parler de ça, c'est que la scène que j'ai adorée, c'est la scène avec Daenerys qui dit à Jon, mais je ne voulais pas laisser partir. Elle lui dit, et là Jon lui répond, je n'ai pas besoin de votre permission, je suis roi. Moi aussi. Et alors là, mais on sentait que Daenerys, elle était venue contente qu'on lui ait tenu tête. Et j'ai trouvé ça très épatant, mais qu'elle était contente que quelqu'un lui tienne un peu tête. Parce que, voilà, elle a trouvé un interlocuteur qui n'est pas con, qui veut pas lui piquer son trône, Johnson n'en a pas du tout envie, mais avec qui elle peut parler, qui est digne de confiance, qui est droit dans ses bottes. Elle a trouvé le partenaire parfait. Bon, c'est pas de bol, c'est son neveu, donc on pourra pas faire de partie de jambes en l'air. Mais quand même, bravo, voilà, Daenerys, elle est sur le dossier, ça se voit. Et Jon, je sais pas trop ce qu'il fait parce que Jon, à part les marchands blancs, il ne pense à rien, j'ai l'impression. D'ailleurs, quand Jon Snow s'en va avec donc Jorah, en fait on voit que la personne dans laquelle elle s'intéresse le plus, on se demande qui c'est. Parce qu'elle a l'air vraiment inquiète, mais plutôt pour Jon. Et pas forcément pour Jorah, qui en plus vient juste de revenir, donc en plus elle aurait dû lui manquer, il a survécu. Très étonné. D'ailleurs, Jorah essaye de placer comme ça en filouterie, hop, c'est Samuel Tarly qui m'a soigné, mais il n'a pas le temps de le placer, puisqu'il est coupé. Et en fait, Jon ne sait pas que c'est Sam qui l'a soigné. Dommage, parce que ça aurait été intéressant. Bon, peut-être qu'il va lui dire, quand ils seront dans le Nord, on en parlera à la fin de l'épisode. Mais là, pour l'instant, c'est pas dit.
Et voilà, c'était, mais vraiment la scène était superbe. J'ai vraiment aimé, mais par contre ça allait trop vite. C'est-à-dire que tout se passe trop vite, tout le monde se met en mouvement, pam pam pam. Bon, je peux comprendre, Bran a transmis des informations, ça je l'avais pas encore parlé, mais Bran a transmis, en fait, il a pris les contrôles de plusieurs corbeaux, et il est allé voir le roi de la nuit. D'ailleurs, le roi de la nuit est capable de repousser ses prises de contrôle des corbeaux. Je sais pas comment il fait ça, mais il y arrive. Et ça, j'ai trouvé ça très impressionnant. La scène d'ailleurs était super stylée avec la prise à la première personne, c'est-à-dire qu'on était à l'intérieur d'un corbeau qui suivait d'autres corbeaux. Et ça, c'était super bien. J'ai trouvé que la scène était vraiment bien stylée pour question film. Alors qu'on aurait pu les filmer de loin, par exemple. Mais là, vu qu'on veut nous montrer que Bran prend le contrôle, et ben d'abord on met les yeux qui se transforment, donc les yeux qui devenaient blancs, et de plusieurs corbeaux. Et ensuite, d'ailleurs, c'est la première fois que Bran est capable de prendre le contrôle de plusieurs éléments. Bon, ce n'est que des corbeaux, mais on peut supposer peut-être qu'à la suite, il pourra prendre le contrôle de plusieurs hommes. Ça pourrait être sympa. Et voilà, donc ils vont, ils regardent, ils voient l'armée qui arrive, il envoie un message à Jon, et ça déclenche tout ça pour en arriver à que Jon s'en aille. Et donc voilà, donc ça a été très très rapide. J'ai trouvé ça très rapide. Un peu dommage quand même, parce que je pense qu'il y avait moyen de développer un petit peu plus le retour de Jorah vers Daenerys, mais c'est fait hyper vite. Le fait que Jon Snow va manquer à Daenerys, c'était fait très doucement, un peu dans le feutré, très rapide également. Enfin, j'ai trouvé ça extrêmement rapide et un peu dommage, parce que je pense qu'il y avait un potentiel dans les scènes qu'on a montrées, qu'il y avait moyen d'être plus émouvant, plus épique, un peu plus stratège, etc. Un peu dommage, mais bon, c'est pas bien grave, mais quand même, je pense qu'elle a été un peu rushée cette scène. Bon, il y a peu d'épisodes qui restent, mais c'est un peu dommage. Et donc là, on continue avec les scènes autour du Theory Game, avec les origines de Jon, on pourrait dire, avec Monsieur Sam, Monsieur Samuel Tarly. Donc Monsieur Samuel Tarly, ce serait bien d'ouvrir une messagerie, c'est-à-dire une messagerie orange, hein, bien sûr, où les gens peuvent laisser des messages, parce qu'on vous dit des choses importantes, et vous n'écoutez pas, monsieur, d'accord? Donc tout d'abord, on va parler d'abord de la première scène, où il y a des choses extrêmement importantes qui est dit dans la scène. Tout d'abord, il y a cette rencontre avec les maîtres, qui reçoivent également le message de Bran, qui dit qu'il y a des marchands blancs qui arrivent, rien, et ils ne le croient pas. Et alors là, ils balancent des informations, d'une violence, mais comme ça au calme. On pourrait croire qu'ils sont en train de manger du saucisson sur une table, alors c'est pas le cas, mais ils sont sur une table en train de bouffer, ils sont pas en train de bouffer, mais vous m'avez compris. Et alors là, entre la sel et le poivre, entre le fromage et le dessert, entre tout ce que vous voulez, hop, au fait, il y a des gens qui sont les enfants, les descendants des enfants de la forêt. Ils balancent ça au calme, mais au calme comme ça en rigolant. Hop là, au calme. Et après, autre information. Oh, c'est comme cette histoire avec le roi noyé. Bam, au calme. Avec ça, il y a plein de théories games sur le roi noyé qui serait telle personne, etc. Puisqu'on sait que c'est par rapport au Fernet. Et que le roi de la nuit serait en relation, d'après ce que j'ai compris, mais c'est très mal expliqué, mais que le roi de la nuit serait le roi noyé. Et donc le roi de la nuit, le roi noyé, ça fait quand même penser vraiment au Greyjoy, donc peut-être à Théon, donc peut-être à Euron Greyjoy. Il a mis le Theory Game, il a dû s'écrouler avec tout ça. C'était, j'ai fait mais c'est pas possible. Comment on peut balancer des informations comme ça au calme, sans les vérifier, boum boum, on balance des trucs, et puis hop, on passe à un autre sujet. Au fait, Sam, tu nous as recopié ça. Hop là, au calme. Ah là là, mais ces scènes-là, c'est simple. Les scènes avec Sam, c'est on est au calme, et il se passe, on te balance une bombe atomique comme ça, et ça explose pas parce que personne n'est là pour écouter. Ça me fait penser aux Simpsons, quand Lisa lui dit quel bruit fait un arbre dans une forêt où il y a personne. Et il lui répond, il fait, c'est facile, Bart lui fait, c'est facile, ça fait. Et il lui dit, mais comment un arbre peut faire du bruit s'il n'y a personne pour l'entendre? Là, il fait, oh, je comprends. Et c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y a un arbre, il y a même tous les arbres de la forêt qui sont tombés, mais vu que personne l'a vu, ça fait pas de bruit. C'est quand même grave. Et alors la scène d'après, là, c'est pas tous les arbres, là, c'est tous les arbres du monde qui sont effondrés, avec. Au fait, je suis en train de lire alors Rhaegar, parce que non, elle a dit Rhaegar, puisque elle n'arrive pas à prononcer le R-A-E en fait, parce que c'est Rhaegar. Donc je pense que c'est qu'elle a prononcé Rhaegar, et elle fait Rhaegar a demandé l'annulation de son mariage pour se marier secrètement avec, on sait pas trop qui, c'est pas trop précisé, mais c'est Lyanna Stark, la mère de Jon. Donc Jon est bien le descendant direct de Rhaegar, donc le descendant direct au trône, et en plus ce n'est plus un bâtard.
Et là, le Theory Game, boum! Parce que moi, j'étais sûr que c'était encore un bâtard. C'est-à-dire que moi, j'avais dit, si vous vous souvenez, vous pouvez aller la revoir, elle est toujours dispo sur ma chaîne YouTube. Je vous avais dit que moi, j'étais sûr que c'était un Targaryen. Par contre, maintenant, il serait doublement bâtard. C'est-à-dire qu'il était bâtard Stark, puisqu'on croyait qu'il était le fils bâtard de Ned Stark. Et maintenant, il serait le fils bâtard de Rhaegar. Donc j'avais dit, il serait doublement bâtard. C'est-à-dire que dans les deux cas, il n'a pas le droit au trône. Mais au moins, il aurait une légitimité, peut-être, je ne sais quoi. Mais là, c'était un truc de dingue. Elle balance le truc comme ça. En fait, Jon Snow, c'est le roi légitime. Pas du tout Daenerys. Bon, bah alors très bien. Au fait, moi, je t'ai pas du tout écouté. Ah, moi, je vais chercher des documents. D'accord, merci. Merci, mon chien. Oh. Et après, d'ailleurs, Sam attrape des documents. Comme ça, au hasard. Franchement, ça va être vraiment au hasard. Je peux vous dire que j'ai fait de l'histoire. Et je peux vous dire que quand on cherche des documents dans une bibliothèque, on les prend pas comme ça, là. Hop, 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 hop. Sinon, t'es vraiment un champion du monde. Lui, il arrive. Hop, hop, hop. Et ben, vous allez voir que dedans, on va peut-être avoir la solution pour les marcheurs blancs. Comme ça, au calme. Parce que si on me dit qu'il les a choisis, franchement, foutez-moi de ma gueule. Arrêtez-vous de ma gueule, parce que le gars, il a eu accès très très peu souvent à cette partie de la bibliothèque. C'est impossible qu'il ait réussi à trouver toutes les infos. Franchement, c'est impossible. Là, ils avaient une mine d'or sous les mains. D'ailleurs, je sais pas si on n'a pas trop vu ça, mais est-ce que Verne est parti avec le bouquin? J'espère qu'elle est partie avec le bouquin, parce que dans ce bouquin, il y a la solution à l'énigme. Parce que vu que Bran est sous Xanax, il serait peut-être temps que quelqu'un arrive à dire à Jon que c'est un Targaryen. D'ailleurs, on se rend compte quand même qu'il y a 3 personnages qui pourraient être au courant. Bran est drogué. Verne, elle comprend pas ce qu'elle lit, parce qu'elle sait pas qui est Rhaegar, elle comprend rien de ce qu'elle dit. Et Sam, qui aurait pu être au courant, n'est pas au courant. Et il y a des théories sur Peter Baelish qui serait au courant, mais je pense pas, mais bon, il y a des théories qui existent. Mais on va dire qu'il y a 3 personnages, on sait qu'ils sont au courant, ou qui pourraient l'être, et qui ne sont pas, qui n'ont pas conscience de la bombe qu'ils ont entre les mains. Quelle tristesse. Enfin bref, voilà, ça m'a. Mais ces 2 scènes-là, mais j'étais comme ça devant ma télé, j'ai fait. Attends, mais il balance ça comme ça, au calme, sans transition, mettez une pub, je sais pas, mettez une publicité, à tout à l'heure, on revient dans 1 heure. Enfin, c'était incroyable. J'ai vraiment, mais je me suis dit, mais. Restons calmes, restons posés. Et donc voilà, et après donc Sam décide de partir. Je sais pas trop où, pour l'instant. Alors, je reviens à ce que je disais avant, c'est que la maison Tarly s'est effondrée. Bon, mais non, il retourne chez lui. Parce que normalement, il devrait retourner à Château Noir, puisque c'est un frère juré de la garde de nuit. Mais, mettons qu'il aille retourne chez lui, il n'y a plus de chez lui, puisque en fait, il reste que sa mère. Donc, je sais pas où il va aller dans les 2 cas. Ou alors, il va aller directement à Winterfell pour trouver Jon, ou trouver Bran, puisqu'en fait, il n'y a pas Jon. Puisque Jon est dans le problème. Et voilà, on va en parler juste après. Mais Jon est dans le nord. Bien au nord, vers le mur. Donc, forcément, je sais pas du tout où il va, parce que c'est pas bien expliqué. C'est vraiment on plie et on s'en va. Donc j'ai hâte d'être à l'épisode prochain pour savoir où va Sam. Surtout que les personnages ont tendance à se téléporter assez facilement. Donc je pense qu'il va arriver très rapidement à l'endroit où il doit aller. Parce que si si Tyrion il arrive à se téléporter, si Varys il arrive à se téléporter, si Daenerys elle arrive à se téléporter, si toute l'armée de Dothraki arrive à se téléporter, si Jon il arrive à se téléporter, tout le monde y arrive. Donc mon grand, franchement, trouve le téléporteur qui est classé dans Game of Thrones et prends-le parce que voilà, il est vachement efficace ce truc. Bravo, belle invention. En tout cas, blague à part, vraiment, ces scènes-là avec Sam, elles étaient énormes pour le Theory Game. Et déjà que je vous ai parlé là, du Theory Game pendant 10 minutes, là, mais alors là, le Theory Game, il s'est... mon Dieu, au secours. Là, ça va regorger de théories après ça, parce que vraiment, c'était hyper important ce qui s'est passé dans ces scènes-là. Donc on va à Winterfell maintenant, où Sansa se retrouve à recevoir des critiques sur l'absence prolongée de Jon Snow. Et Sansa le défend quand même moyennement bien, j'ai trouvé. Dites-le moi en commentaire si vous n'avez pas vraiment ressenti ça, mais je trouve qu'elle le défend moyennement bien. Elle dit juste, non mais il a raison de faire ce qu'il fait ça pour notre bien, non. Pas très bien expliqué, pas très convaincant, voilà, c'était pas ouf. Et Arya qui écoute ça et qui dit, tu devrais pas les laisser dire ça, tu devrais les tuer, hein. Elle dit, mais moi je te cite pas des gens, t'as qu'à demander à Arya, voilà. Bref, c'était la scène très rapide, j'ai pas trouvé ça très intéressant ce qui se passe là. Par contre, la scène d'après, alors, Monsieur Peter Baelish. Donc vous savez que je déblatère sur Peter Baelish à chacune de mes vidéos, parce que c'est un personnage que je ne peux plus blairer. Et là, on a retrouvé l'esprit un peu malin de Peter Baelish dans les premières saisons, dans les 2 premières saisons. C'est vrai, il l'a rapidement perdu, malheureusement. Et alors là, donc, on va essayer d'être précis. Peter fait exprès que Arya, enfin en tout cas, il arrive à voir qu'Arya l'espionne. Donc il fait exprès qu'Arya l'espionne pour cacher un mot qui a été signé par Sansa en saison 2, si je me souviens bien, ou 1, je ne sais plus,
où elle demandait à Robb de pleurer le genou devant Cersei. Et elle avait dit non. D'ailleurs sur le message, je me souviens qu'il y avait que Sansa et il n'y avait pas Arya. Et c'est dans la saison 2, c'est quasiment sûr, puisque il me semble que quand il reçoit le message, justement, Catelyn dit où est bizarre, il n'y a pas Arya sur le papier, donc où est ma fille? Peut-être qu'ils ne l'ont pas en otage. Et elle dit on peut pas en être sûr. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Vous pouvez me contredire en commentaire, mais il me semble qu'il y a un truc comme ça. Et ben là, Arya va se sentir trahie. Oh là là, t'étais prête à demander à qu'on se soumette à Joffrey qui était une ordure, hein. Alors qu'en réalité, dans l'épisode dont j'ai le souvenir, Sansa n'avait pas vraiment le choix de signer, d'écrire ce papier. Parce que si elle le faisait pas, voilà, Cersei lui a précisément obligé à l'écrire. Bon, en arrobant, mais elle a été obligée de l'écrire parce qu'elle a dit, bah, il y aura une guerre, il y aura beaucoup de morts, hein, alors qu'on peut régler ça facilement. Je sais plus comment elle avait justifié ça. Et donc Sansa l'avait signé. Donc il place ce message, mais alors là, moi je peux vous dire que je n'ai absolument, mais absolument aucun doute sur le fait, écoutez bien, que Peter Baelish, son plan ne va pas marcher. Parce que Arya n'est pas née de la dernière pluie, et alors là, elle a trouvé cet élément, elle va aller voir Sansa, je pense que ça va un peu gueuler, mais que ça ne va absolument rien produire. Parce qu'en fait, une guerre interne entre Stark demanderait beaucoup trop d'épisodes pour pouvoir être développée comme il faut. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est que Bran va casser le theory game, parce qu'il va arriver, elle va théoriser, va dire, oh, t'as vu ce que t'avais dit, nanana, et Bran probablement aura l'information que pas du tout, puisqu'il peut le lire dans le passé, donc il va pouvoir lui dire que pas du tout, qu'elle avait pas le choix, et que tout le monde a dû faire des choix difficiles, ou je sais pas comment il va lui sortir ça. Et là, elle va dire, mais comment ça se fait que tu trouvé ça? Elle va dire, Peter Baelish. Ah, Peter Baelish avait placé ça. Et tout va se retourner contre Peter Baelish. Donc le plan de Peter Baelish était peut-être astucieux, mais encore je trouve que franchement je vois pas trop l'intérêt, parce que l'intérêt serait que Arya en opposition avec Sansa, bah soit Arya se rapproche de Peter Baelish, soit Sansa se rapproche de lui. Et je pense que c'est plutôt ça l'objectif. Mais Sansa, ça le débecte, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois qu'elle le voit, il la débecte. Enfin, dès qu'elle le voit, c'est limite si elle ose pas les épaules, t'arrêtes de me toucher, hein. C'est très surprenant, très très surprenant. Donc on a retrouvé quand même par contre le côté un peu malin, un peu prévoyant, surprévoyant de Peter Baelish, ça c'est plutôt bien. Mais sinon, je suis quand même très surpris. Je serais très surpris que ce plan donne quelque chose en fait. C'est-à-dire qu'il reste que 2 épisodes, et je pense et je maintiens que je pense que ça va se retourner contre lui. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais il y a cette scène aussi où vraiment Peter Baelish a été maltraité. C'est-à-dire que t'as les armées du Val et un des représentants des armées du Val qui vient se plaindre et dit mais nous sommes venus vous suivre vous, Sansa. Vous, ils sont pas venus pour Peter Baelish, hein. Ils sont venus pour Sansa, c'est ce qu'ils expliquent bien. Donc s'ils sont encore là, c'est pour Sansa, c'est pas si Peter Baelish décide de se tirer, eh ben ils pourraient très bien eux décider de rester parce que ils restent pour Sansa. Voilà, je sors cet argument qui est quand même fou, qui prouve bien que Peter Baelish, il a encore son armée, c'est quand même encore son seul atout, et que si ça continue et qu'il commence un petit peu à faire des plans un peu foireux et que ça marche pas, son temps de survie, je pense qu'il va se réduire, si vous voulez mon avis. Et je suis pas sûr qu'il va survivre jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, on en reparlera d'ici là. Et pour finir, on en arrive avec la communauté de l'anneau, ou plutôt la communauté du ver dragon, si on pourrait l'appeler ça comme ça, qui part au nord du mur. Et là, le hasard fou, tout le monde se retrouve au même endroit, dans la même taverne. Enfin, c'est pas vraiment une taverne, mais on s'est compris. Tout le monde se retrouve. Et puis voilà, hop, tout ce petit monde peut pas se blairer. Il y en a aucun qui peut se blairer quasiment. Hein. Le limier peut pas blairer dans machin. Le Gendry peut pas blairer, je sais plus. Gendry peut pas blairer, je sais plus qui. Enfin, en fait, personne peut se blairer dans cette histoire. Mais allez hop, tous ensemble, allez en avant les gars, en avant Guingamp. D'ailleurs, il a été installé que Jorah, parce que ça moi je le sais en ayant lu un énorme livre sur les secrets de Game of Thrones, où en fait Jorah a pu faire partie précédemment de la fraternité sans bannière. Et donc en fait ils le reconnaissent, c'est-à-dire que quand pas le limier mais les 2 autres, je me souviens plus de son nom, s'il y en a un qui c'est Dondarion, voilà Dondarion lui parle, en fait ils se connaissent déjà. Ils ont déjà eu des rapports entre eux, et ça n'a pas dû bien se finir, on n'en sait rien, mais bon, bref. Et donc, tout ce petit monde, on n'est pas d'accord, mais en fait, bon, on a envie d'aller dégommer les marcheurs blancs, donc bon, j'ai envie de vous dire, toute façon, on crèvera bien tous là-bas, donc allez, allons-y gaiement ensemble, tous ensemble, avec du ver dragon pour s'amuser, parce que ça, je l'avais pas remarqué dans mon premier visionnage, que je l'ai vu 2 fois, je l'ai vu une fois en VF et une fois en VO, et en fait,
quand ils mettent des trucs dans les barques, en fait, ils mettent du ver dragon, c'est pas bien expliqué, mais ils partent pas sans ver dragon, sinon ça n'aurait aucun sens. Et ils vont pour capturer, on s'en souvient, je l'avais peut-être pas encore précisé, mais l'objectif, pour prouver à Cersei, accessoirement à Daenerys, même si elle a l'air plutôt convaincue, que les marcheurs blancs et les morts existent, il faut capturer un marcheur blanc, donc, ou un mort, donc on va en capturer un, et on va le ramener à la maison. Je pense que ça va être assez casse-gueule hein, comme mission, je pense. Vraiment, ça c'était vraiment super. Et alors, donc tout le monde s'en va, tout le monde passe le mur, et donc la scène se termine sur les 7 salopards, on pourrait dire, qui quittent le mur. Et donc là, la question je pose maintenant, c'est on est quasiment sûr qu'il va y avoir au moins un mort ou deux. Car cette scène-là ne peut avoir de poids que s'il y a des morts. Donc on va essayer d'abord de parler de ceux qui ont une immunité parlementaire. Jon a une immunité parlementaire tant que on ne sait pas que c'est un Targaryen. Donc lui, immunité parlementaire, très bien. Le limier a maintenant, dorénavant, une immunité parlementaire, car il a la possibilité, il faut qu'il y ait ce combat avec la montagne, c'est quand même le seul intérêt qu'il soit encore dans la série, pour moi. Donc s'il mourait maintenant, ça n'aurait aucun sens de l'avoir pas fait mourir au moment où il devait mourir avec la scène contre Brienne, qui était quand même vachement stylée. Donc s'il est là, je pense que c'est pour survivre. Donc lui, il a une immunité parlementaire. Et vu qu'ils veulent s'amuser avec le Theory Game avec Gendry, eh ben lui aussi, immunité parlementaire. Donc vous avez 3 personnages qui sont immunisés. Les autres le sont beaucoup moins. Les autres sont beaucoup moins. Donc vous avez les gens de la fraternité sans bannière, qui sont pas du tout immunisés. Donc vous avez les deux là, donc vous avez Dondarion et l'autre je me souviens plus de son prénom. Les deux peuvent mourir. Le problème c'est qu'il y en a un qui arrête pas de ressusciter. Donc le truc qui serait un peu téléphoné, mais bon quand même, c'est qu'en fait ils soient arrivés à l'objectif de buter des marchands blancs et que donc le roi de la lumière, le seigneur de la lumière, je sais plus comment il l'appelle, décide de ne plus les ressusciter. Et que là on perde un ou les deux. Je pense pas qu'on perdra les deux parce qu'on perdrait toute la fraternité sans bannière, les deux personnages qu'on reconnaît. Je pense qu'on en perdra sûrement un des deux. Et ensuite de l'autre côté, on en a deux qui restent. Et là, c'est le drame, parce que c'est deux personnages que j'aime beaucoup. C'est Jorah Mormont et Tormund. Et je pense que celui qui a le plus de risque de mourir, parce que les deux n'ont pas d'immunité, parce que maintenant que Daenerys a un nouvel amoureux, Jorah est pas très intéressant. En plus, Tyrion fait main du roi, malgré que moi je l'avais dit dans ma vidéo que je pensais que Jorah pourrait devenir main du roi à la place de Tyrion. Ça n'a pas été le cas. Je pose la question, est-ce que Jorah va survivre? Est-ce que Tormund va survivre? Je dirais que Jorah a peut-être plus de chances de survivre que Tormund. Malgré que je trouve ça très étonnant que Tormund meure maintenant, parce que ça voudrait dire qu'il n'y aura plus de sauvageons iconiques à partir de maintenant. Ils ont buté Ygritte, ils auront buté tous les sauvageons iconiques, sauf que quand on aura la dernière bataille finale, il faudra bien qu'il y ait un sauvageon iconique pour mener les sauvageons. Très surprenant s'il le bute maintenant. Donc peut-être Jorah. Je dis, voilà, je peux vous dire que les autres, voilà, les 3 que je vous ai cités, immunité parlementaire, donc là j'aurais aucun doute, c'est-à-dire que s'il y en a un qui arrive avec une énorme épée et qui va les planter, je saurais très bien qu'ils vont s'en sortir. Par contre, les 4 autres là que je vous ai cités, les 2 de la fraternité sans bannière, Jorah et Tormund, alors ceux-là, il va falloir vraiment prier parce que je suis pas sûr qu'il y en ait tant de ça qui vont survivre. On va voir. En tout cas, cet épisode était vraiment bon. C'était pas aussi bon que l'épisode précédent, mais il était vraiment bon parce qu'il a fait avancer énormément d'histoires. Il a vraiment posé des choses clés, des choses très importantes pour la suite. J'ai trouvé ça génial. Surtout pour ceux qui aiment bien les théories, c'est un épisode full théorie. C'est-à-dire qu'après derrière, on peut faire un bilan théorie juste avec cet épisode parce qu'il y avait vraiment de quoi parler. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur l'épisode, je pense. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu. Vous savez comme toujours, c'est pas obligatoire, mais ça aide beaucoup la chaîne, donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi, pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je sors toutes les semaines une vidéo sur les épisodes de Game of Thrones, donc pas encore pendant 2 semaines. Et après je pense que je ferai une énième vidéo sur qu'est-ce que j'ai pensé de la saison en entier, je pense. Je vais y réfléchir, mais pour l'instant c'est pas encore prévu, mais si jamais j'ai le temps, j'essaierai de vous sortir ça dans 3 semaines. Donc là, on est, je pense, vraiment à la croisée des chemins. Je pense que l'épisode prochain sera un peu bourrin, voire même très bourrin. Mais je pense qu'il sera moins bon quand même que l'épisode 4, parce que l'épisode 4 était ouf, et vraiment pour moi c'est le meilleur épisode de la série, toutes saisons confondues. Donc voilà, et il restera l'épisode 7, et d'après ce que j'ai vu du trailer de la saison, et en fait je pense qu'il ne nous reste plus grand chose que nous n'avons pas vu. C'est-à-dire que d'après ce qu'on voit dans le trailer,
que moi je ne me suis pas spoilé, voilà, je regarde pas les leaks ou je ne sais quelle connerie, je regarde que les trailers, ça suffit. Et j'ai pas regardé les trailers par épisode, j'ai regardé juste les trailers par saison. Et là, le trailer de la saison ne nous amène pas plus loin que là. On a vu les combats dans la neige avec le limier, enfin on a tout vu. On avait même vu la scène avec les corbeaux. Là, je pense qu'il n'y a pas grand chose qu'on n'a pas vu avec l'épisode prochain qui va arriver. Donc ça veut dire qu'il y aura énormément de surprises dans le dernier. En tout cas, j'espère. J'espère beaucoup qu'il y aura des surprises. Peut-être la mort de Peter Baelish, qui sait. Mais en tout cas, on en reviendra, on en reparlera. Et donc voilà, donc on se donne rendez-vous pour ceux qui me suivent que pour les vidéos Game of Thrones pour la semaine prochaine. Pour ceux qui me suivent pour toutes mes autres vidéos, j'ai pas mal de choses qui arrivent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao tout le monde.